Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse. C'est le dernier du mois d'avril. Après, on pourra se découvrir du dernier fil qui nous reste pour parler de l'actualité de cette semaine. 4 chroniqueurs. François Pelleret. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Le matinalier de France Bleu à vos côtés. Claude Bellet. Bonsoir Claude. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Journaliste essayiste. En face, Yann Lindingre. Bonsoir Yann. Bonsoir Jérôme. Dessinateur de presse et puis aussi scénariste, notamment pour Groland. C'est vrai. C'est ça. Et à vos côtés, une petite nouvelle. Lucie Philippot. Bonsoir. Lucie, Moselle TV. Vous avez déjà entendu sa voix, découvert son visage cette semaine notamment pour la rubrique environnement. Exactement, voilà. Soyez la bienvenue. Lucie, autour de cette table, allez, on part tout de suite pour voir vos coups de gueule et vos coups de cœur. Et autour de la table, nous avons au moins 2 coups de cœur et un coup de gueule et un coup de cœur. On ne sait pas trop, je vous ferai deviner lequel c'est. D'abord vous, François, vous êtes heureux quand vous voyez le sport messin, le sport féminin messin. Le sport mosellan qui brille grâce au club professionnel mosellan féminin, absolument. Cette semaine, un 4e titre de championne de France pour le Metz Tennis de table. Voilà, ce qui s'ajoute à ce palmarès où il y a déjà eu une Coupe d'Europe en 2018. Et puis, ça m'a fait penser que le TFOC réalise sa meilleure saison, le club de volleyball de Terville-Florange, en terminant dans le top 4 et en se qualifiant pour la première fois en Coupe d'Europe. Metz Handball, ce sont les reines de la régularité. Je n'ai pas compté le nombre de titres qu'elles ont, mais là, elles sont encore engagées sur les 3 tableaux. Ou 22. Voilà, et elles peuvent encore décrocher 3 titres cette saison. Et puis, ça m'a fait du bien de penser à tout ça. Tant mieux. Face au club qu'on présente comme le club phare de la Moselle, le FC Metz. Attention. Ça m'a fait un petit peu de bien au moral, le FC Metz, qui depuis 20 ans, j'ai compté le nombre de descentes depuis 20 ans. Dites-nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, j'ai compté celle de cette année. Oui. Vous avez déjà anticipé. Même si elle n'est pas mathématiquement réalisée. Anticipé. J'oublie pas quand même les handballeurs de Sarrebourg qui, eux, s'installent dans le monde professionnel en 2e division. Oui. C'est qui bien sont aussi. sauvés, normalement. Mais voilà, quand je fais les comptes, Metz Handball, TFOC, Metz TT, les clubs pro féminins, chapeau. Nous n'avons pas vu les images du TFOC, mais vous le savez, Moselle TV était très proche de l'exploit avec les filles du TFOC, puisqu'elles sont passées, on peut dire, à 2 doigts, puisque c'est sur un ballon touché dans la toute dernière balle du super tie-break que finalement, le TFOC s'est incliné. En tous les cas, voilà, on pourra suivre le TFOC la saison prochaine en Coupe d'Europe. Leur saison est d'ores et déjà terminée. Et puis, on suivra aussi les filles du handball à Budapest pour le Final Four tout début juin. Ça vous met en joie, messieurs? Alors, je sais que Claude, vous aimez le FC Metz notamment. Oui. Ça vous met en joie, ces bons résultats? Mais bien sûr, ça nous met en joie, surtout oui. Quand on voit que ce sont essentiellement des équipes féminines. D'ailleurs, mon coup de cœur, moi, il porte aussi sur le rôle des femmes dans l'activité, pas seulement sportive, mais aussi généreuse. Moi, je me réjouis du retour de la Messine, après 2 ans d'absence à cause du Covid, évidemment. Je trouve que c'est une magnifique manifestation d'espoir et aussi de concret. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs milliers de jeunes femmes vêtues de rose. Il y a ce côté formidable, sympathique, enthousiasmant, mais il y a aussi derrière des revenus, et ça génère des dizaines de milliers d'euros qui vont à la recherche pour la lutte contre le cancer du sein. Donc ça est extrêmement... C'est sympathique, c'est beau, c'est généreux, et en plus c'est utile. Que dire de plus? Oui, je ne sais pas que dire de plus. En tous les cas, voilà, très belles images de nos confrères de l'agence Grand Angle sur la Messine. Et précisons aussi que ce week-end, vous m'arrêterez si je me trompe, et comme vous êtes dans l'actualité tous les jours, il y a aussi une rose, un espoir avec les motards, toujours pour le cancer. Donc il y a de belles opérations, on va dire, caritatives, généreuses, pour venir à bout de cette foutue maladie. Yann Lindin, alors là, on avait 2 coups de cœur, et vous, alors je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, c'est un peu le côté un peu Groland qui ressort, c'est-à-dire que c'est de l'ironie. C'est de l'ironie parce que j'ai beaucoup pensé à Forbach cette semaine quand j'ai vu les mines polonaises et allemandes, les mines de charbon qui rouvrent. Oui. Et je me suis dit, est-ce qu'on a peut-être ennoyé nos mines un peu trop tôt à Forbach? Oui. Je rappelle que dans les années 90, il y avait une mine galloise à Tower Colliery où les mineurs, avec leur prime de licenciement, quand Thatcher fermait les mines en Angleterre, avaient racheté la mine et qui continuent à l'exploiter. Alors tout ça hors considération écologique, bien sûr, mais ne sommes-nous pas allés trop vite? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est allé trop vite? D'ailleurs, aujourd'hui, on apprend que le gouvernement a signé, alors je ne sais pas s'il y a un arrêté, enfin un texte officiel, donnant la possibilité à la centrale Émile Huchet
de pouvoir repartir l'hiver prochain. Je l'ai lu dans le Républicain lorrain comme vous, encore au conditionnel, mais c'est vrai qu'on en prend le chemin à peine fermé de la reprise de la tranche à charbon de la centrale Émile Huchet de Saint-Avold. Claude ? Oui, j'avais dit que ça me paraissait inévitable, ça semble se confirmer. Lucie, vous êtes Anvers, vous avez fait la rubrique environnement. Alors, est-ce qu'il faut prendre en considération l'économie, l'environnement ? Les mines, on les a fermées un peu trop tôt. Est-ce qu'on peut se servir encore d'énergie fossile ? À l'heure actuelle, l'environnement est plus qu'important, c'est un enjeu. Donc non, je pense qu'il faut mieux quand même privilégier l'environnement. Et ensuite, selon moi, l'économie au second plan. Alors vous avez un coup de gueule, un vrai coup de gueule. Autant celui de Yann, voilà, c'était un coup de cœur, coup de gueule, autant le vôtre est vraiment un coup de gueule. Patrick Poivre d'Arvor, qui a porté plainte contre les 17 femmes qui portent elles aussi plainte contre lui. Je trouve c'est le culot, quoi. Et puis en plus, hier, il y a eu complément d'enquête sur France 2 qui, en plus de ça, a appuyé ses plaintes. Pour moi, c'est un coup de gueule. Coup de gueule contre PPDA, contre la façon de faire, on va dire, des hommes dans ce genre d'affaires qui veulent exactement. Moi, ça me fait penser à l'affaire Hulot aussi. Ça se rejoint assez. Et la justice fera son affaire, mais fera ce qu'elle a à faire, pardon. Mais je trouve que c'est peut-être un peu abusé. Le roi de l'info est tombé de son trône. Ah oui, ça fait déjà un certain temps. Hein. Bon, tous ces faits-là, dans le milieu, tout le monde savait que Patrick Poivre d'Arvor avait cette tendance à un petit peu profiter de sa situation de roi du 20h pour un peu attirer et profiter justement de sa notoriété. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve face à face à 16 jeunes femmes qui accusent. 17. La plupart, malheureusement, les faits qui sont prescrits. Et contre cela, profitant sans doute aussi de cette espèce de doute judiciaire, Poivre porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Bon, la justice va faire son travail, mais au-delà de ce phénomène, on voit bien que Patrick Poivre d'Arvor n'est pas très très clair, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire dans cette série d'histoires. Mais je me suis interrogé aussi, mais qui peut le conseiller avec cette défense-là, c'est-à-dire de contre-attaquer, ou alors est-ce que c'est son initiative contre la volonté de son avocat, ou si c'est vraiment un conseil d'avocat? La question m'a taraudé quand j'ai découvert ça, en effet, parce que... Bon, eh bien, nous n'y répondrons pas aujourd'hui, en tous les cas, mais on suivra évidemment l'affaire avec cette plainte de PPDA contre les 17 jeunes femmes qui portent elles-mêmes plainte. C'est un peu embrouillé, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la justice passera de toute façon à un moment ou à un autre. Allez, tout de suite, c'est parti pour le premier thème. Ce sera très politique aujourd'hui. Alors vous le savez, nous avons donc un nouveau président de la République, qui est le même d'ailleurs que celui de la dernière fois. D'ailleurs, Claude, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les soirées télévisées, on avait l'impression que tous les médias avaient eu la même phrase. C'est le premier président de la 5e République réélu sans cohabitation. Alors ça, si on ne l'a pas entendu 8000 fois dimanche soir, on n'a pas entendu du tout. Oui, bon, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, comme on a aussi beaucoup entendu, le président le plus mal élu depuis le début de la 5e République, ce qui n'est pas tout à fait le cas. 55%. Puisque M. Pompidou, dans des circonstances différentes, avait fait moins bien. Bon, bah oui, il est réélu avec une bonne marge de différence par rapport à Marine Le Pen, évidemment, moins qu'en 2017. Hein. 66-33. Voilà, là on est à 58,5, 41,5. Bon, on va y revenir, mais les explications sont... C'est vrai que c'est pas forcément... il y a dans l'élection de Macron une partie de vote d'adhésion, mais il y a eu aussi incontestablement une fonction de barrage contre le Rassemblement national. Nous allons y revenir. Voilà, c'est ça le premier constat. Le Conseil d'État donc a validé les chiffres, vous les avez vus, 58-55 et 41-45 contre 66-33 et précisément 28,1 d'abstention. Ça fait quand même 14 millions d'électeurs qui ne sont pas allés voter. Et certains sont allés voter, comme Jean Lassalle dans son bureau de vote du Sud-Ouest. On va voir des images. Et Jean Lassalle qui s'est mis en scène avec son bulletin et qui finalement va ne pas le mettre au terme d'un long suspense de plusieurs minutes. Ça dure à peu près 2 minutes 30, hein, la séquence, donc on vous en fait grâce. Et ce qui fait que son bureau était frappé d'irrégularité. Il fait partie des 48 bureaux. Ça fait 0,06% des suffrages exprimés qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Mais il va avoir des soucis judiciaires. Oui, aussi. Il est poursuivi pour ça. Oui.
C'est quand même dommage d'en arriver là. Pathétique, pathétique, cette espèce de pitre qui termine cette campagne électorale de cette manière, franchement, c'est pathétique. Yann, comment vous avez vécu cette soirée de dimanche? Ça n'était pas l'euphorie d'il y a 5 ans dans le camp Macron. On a trouvé l'impression que c'était assez en retenue. Est-ce que vous étiez d'accord avec ça? Par exemple, l'arrivée à la Tour Eiffel entourée d'enfants, une petite fête, 2000 personnes seulement. Oui, bon, c'était, je pense, il était briefé pour garder profil bas, étant donné qu'on lui a beaucoup reproché. Sinon, sa morgue, c'est bon. Il y avait pas de quoi vraiment pavoiser, parce qu'il sait très bien ce qu'il attend là, et notamment pour les législatives. Encore que, personnellement, je pense que le risque n'est pas énorme. Donc là, on voit l'arrivée qui a duré aussi assez longtemps. Il y a 5 ans, il avait fait le tour de la cour du Louvre. Ça avait duré assez longtemps. Et là, donc, il est arrivé marchant. Alors, on a appris visiblement que ce sont des enfants de bénévoles et de membres de la campagne. Et ce ne sont pas tous les enfants d'Emmanuel Macron et de sa femme. Ces enfants de marcheurs. Comment vous l'avez trouvé, vous, cette soirée, Lucie? Vous êtes assez jeune. C'est d'ailleurs votre premier vote? Oui, tout à fait, oui. J'ai 21 ans. Ça se fête. Non, c'était une soirée pour moi des plus banales parce qu'il n'y a pas eu de surprise. On savait très bien qu'il allait passer. Enfin, moi, personnellement, j'en étais certaine. Après, je crois en plus que TF1 avait diffusé Les Visiteurs. La semaine c'était la semaine d'après, d'accord. Au premier tour. Mais tout ça pour dire que les présidentielles n'ont pas été comme les années précédentes. On a senti quand même de la retenue. J'ai trouvé cette fête un peu... Oui, il valait mieux. Surtout pas de triomphalisme. Oui, j'ai trouvé que... Mais même techniquement, on entendait... je trouve que le micro, ça passait pas très bien. Enfin, j'avais l'impression que c'était C'était de la mauvaise télé. Je ne dirais pas ça quand même. Mais son discours, je l'ai trouvé ultra ennuyeux. Non mais vraiment, son discours de victoire, mais sans intérêt. Alors, il s'est retenu de faire du triomphalisme, mais au point d'en devenir ennuyeux. Et puis cette image avec les enfants, ça fait tellement fake. Non, mais dans le discours, effectivement, qui était un petit peu fade, disons, il y a un mot important, une phrase importante, c'est quand il dit « ce qui m'oblige ». Ces résultats... Ce qui m'oblige. Donc ça veut dire qu'a priori, il va tenir compte du fait qu'effectivement, encore une fois, on l'écoute. C'est pas un vote jusqu'aux législatives. Voilà. Je vous propose qu'on écoute un tout petit extrait d'Emmanuel Macron, et je crois bien que c'est celle que la rédaction a sélectionnée. Que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Lucie, ce discours, vous y croyez? Vous avez voté pour la première fois? Oui. Vous dites que vous avez 21 ans. Vous croyez encore au Macron, je vais changer, un peu comme il le dit depuis, ou son entourage le dit, puisque lui, on n'a pas beaucoup entendu sur ce sujet, mais son entourage ne cesse de répéter, je vais changer, j'aurai moins de morts, je serai moins cassant. Et ben c'est ça le problème, c'est qu'il l'a déjà dit lors de son premier mandat. Donc après, chacun son avis, mais il faut y croire. Il faut y croire comme tous les 5 ans, mais... Personnellement, je n'ai pas forcément été conquise. Vous n'avez pas été conquise, personnellement. Voyons maintenant en Moselle ces résultats avec une Moselle un peu particulière. Je propose qu'on voit une carte. Voilà, alors les résultats en Moselle, c'est assez... c'est beaucoup plus serré. Et je voulais qu'on voit cette carte. Voilà, exactement. Cette carte qui a été fournie, je crois, par le ministère de l'Intérieur et qui montre en orange Emmanuel Macron et puis en bleu Marine Le Pen. Et on se rend compte, alors en prenant évidemment... un peu de distance, que dans le sillon mosellan, le plus riche, ou celui où il y a le plus d'emplois, c'est Macron, et puis que sur les côtés, les bassins ouvriers, sidérurgistes, miniers, c'est plus bleu. Faut-il s'en inquiéter de cette France et aussi de cette Moselle fracturée, Yann? Là, c'est une analyse un peu compliquée, puisque il y a un vote de contestation qui
qui existe là que pour le second tour, qui n'était peut-être pas tout à fait là avant et qui sera peut-être pas tout à fait là après. Donc on n'est pas dans des votes de conviction. Je ne sais pas quelle conclusion tirer de cette carte. Qu'est-ce que vous tirez comme non, conclusion? moi je trouve que c'est extrêmement grave, parce que là nous sommes face à une France fracturée comme elle ne l'a jamais été. Regardez, même dans notre région Lorraine, 2 départements qui donnent une courte majorité à Macron, et les 2 autres une courte majorité. Et en Moselle, ça n'est pas passé loin. Voilà, on regarde partout sur une carte de France qu'on pourrait étendre à celle que vous avez montrée là, on remarque quoi? Que les grandes métropoles, les grandes villes, c'est-à-dire où il y a une certaine forme de prospérité, se sont tournés vers Macron. Et tout le reste, la France rurale, la France des petits bourgs, la France des déserts médicaux, tout ça a voté Marine Le Pen. Donc on est face à une fracture profonde, territoriale, idéologique, politique. Et tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, s'il en a les moyens, s'il en a le désir, c'est justement d'essayer de resserrer ces 2 Frances qui sont les plus éloignées qu'on ait jamais connues depuis très très longtemps dans ce pays. C'est aussi un des effets des 5 ans de la politique que Emmanuel Macron a menée pendant son premier septennat. En arriver là, quel constat, c'est dur. François. Oui, alors même si on voit bien le sillon lorrain qui est bien marqué tout en jaune, moi la fracture, elle n'est pas géographique pour moi, mais ça reste sociologique. Macron, c'est vraiment le président de la France qui va bien. Et on peut trouver dans les zones rurales des Français qui se portent bien, des agriculteurs qui vivent très bien de leur activité. Dans le Saulnois, dans le sud mosellan, il y a pas mal de jaune, de confetti jaune, en tout cas plus que dans le bassin houiller, Fort-Bachois. Et donc, si on va dans l'ouest de la France, la Bretagne, les Pays de la Loire, c'est totalement jaune, alors qu'il y a des zones extrêmement rurales aussi dans ces coins-là, mais certainement des zones rurales qui vivent mieux. Et pour moi, cette fracture, elle est avant tout sociologique. Yann, je ne vous sens pas tout à fait d'accord. Bon, je sais pas, je fais un constat. Par exemple, aux dernières présidentielles en 2017, on avait quand même aussi une fracture au second tour, et tout ça a accouché de quoi aux législatives? C'est 8 députés RN. Sur 9. Ah non, vous voulez dire à l'Assemblée nationale. 7, d'accord. Ou 7, enfin pas de quoi faire un groupe. Donc, effectivement, qu'il y a un vote de contestation. Si Mélenchon était arrivé au 2e tour, on aurait peut-être eu la même fracture, et avec des analyses complètement différentes. Donc, je me méfie un peu de voir comment l'essai va être transformé, et cette fracture-là, est-ce qu'elle existera vraiment dans la représentation de l'Assemblée nationale? Alors, c'était la soirée électorale a lieu en préfecture. Je propose d'entendre Richard Lioget, le député de la 3e circonscription de la Moselle, justement sur cette fracture entre les macronistes et ceux qui ne le sont pas. Dans la circonscription dans laquelle il a été élu, Emmanuel Macron peut faire presque 60-70% dans des villages proches de Metz, mais par contre, dès qu'on s'éloigne, on trouve effectivement Marine Le Pen qui gagne. Donc il y a un problème de fracture, non pas sociale aussi, mais territoriale. Et donc c'est à ça qu'il va falloir répondre. Lucie, est-ce que c'est une fracture? Est-ce que c'est un vote par opposition? Les gens ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Marine Le Pen? Par dépit? Je pense qu'il y en a pas mal, oui, mais d'autres non. Je pense qu'ils souhaitent juste un changement radical, parce que pendant 5 ans, ça ne leur a peut-être pas convenu. Donc là, ils ont décidé de faire le choix du RN, et voilà le changement. On verra si le RN va transformer l'essai au 3e tour. Je propose qu'on voit le premier dessin de Catherine pour ce premier thème, donc dans cette France fracturée, où Marianne dit à l'ancien nouveau locataire de l'Élysée: c'est bon, tu peux rester, mais il va falloir filer doux. Ah, bon entendeur, salut. Oui. Tout de suite, le 2e thème sur le 3e tour. Ce sont donc les législatives maintenant qui sont en ligne de mire, avec le 12 et le 19 juin prochain, avec déjà une petite tambouille que l'on sent arriver. On en parlait pour être tout à fait clair avec nos amis téléspectateurs avant que le rouge ne soit mis à l'antenne. On a du mal à suivre, Yann, pour l'instant, entre les Insoumis, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts.
On a du mal à suivre, oui. Il y a quelques classiques du Parti socialiste qui freinent des 4 fers. Il y a Hidalgo qui a rejoint Macron, mais bon, Hidalgo, c'est combien 1,75%. Oui. Qu'est-ce qu'elle va peser par rapport à cette opportunité de créer justement un groupe assez conséquent à l'Assemblée? C'est une chance à saisir. Après, évidemment, ils sont tous attachés un certain nombre de représentants du PC, plutôt du Parti socialiste, sont attachés à leur petite fonction, à leur petit job, à leur petite machine un peu rentable, enfin ce qu'il en reste. C'est vrai que si on regarde ça de point de vue local, le PS a encore une vingtaine de députés, mais pour combien de temps? Donc moi je pense qu'il ferait mieux d'arrêter les frais. D'arrêter les frais pour essayer de faire semblant, c'est ça? C'est surtout au Parti socialiste que ça chauffe en ce moment, je trouve. La France insoumise peut rigoler, telle sa position de force. On va voir l'image de campagne, vous l'avez déjà vu, mais l'image de campagne de la France insoumise pour les législatives. Qu'en pensez-vous? C'est du Mélenchon. C'est osé, non? Pur sucre, oui, c'est le sens de la formule. C'est très marketé. Il est excellent en marketing politique. Oui. En même temps, c'est un mensonge total, car ça ne risque absolument pas d'arriver. Attention, c'est enregistré. Je rappelle qu'on n'élit pas le Premier ministre. Oui, bien sûr. Le Premier ministre. Bien sûr. Première chose, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il le choisit en général dans la majorité qui s'est dégagée à l'Assemblée nationale, bien qu'il n'y soit pas obligé. Et en plus, il garde une entière liberté pour choisir tel ou tel. Donc imaginons que les législatives sont un succès formidable. Ça n'arrivera pas, mais que la France insoumise soit majoritaire. Le président élu aura le choix, effectivement, entre faire appel ou au leader de cette formation, ou à quelqu'un d'autre de cette formation, ou encore aller chercher ailleurs. Donc, élire le Premier ministre, c'est franchement je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens, sauf à remettre en cause les institutions, c'est-à-dire notre modèle de société démocratique, etc. Voilà, donc c'est effectivement, comme il y a dans cette démarche, dans cette affiche, beaucoup de traits caractéristiques de M. Mélenchon, qui est une sorte de, comme au cinéma ou au théâtre, de vieux cabot qui ne veut pas quitter les planches, qui est prêt à tout pour se maintenir. Encore une fois, son histoire de 6e République, ça ne se fait pas comme ça d'un clin d'œil. Ça immobilise le pays pendant des mois, peut-être même des années, avant que la Constituante ne débouche sur... la France non alignée, comme l'imagine, est impossible du fait de notre position dans le monde. On a bien compris que vous n'étiez pas... Non, voilà. Mais je veux dire, c'est d'autant plus choquant que certains, apparemment, y croient. Voilà. Lucie, de toute votre jeunesse, est-ce que vous y croyez, vous, Mélenchon, Premier ministre? Non, moi, j'y crois pas. Mélenchon a beau être ce qu'il est, non, je ne pense pas. Et en Moselle, puisque nous avons encore quelques toutes petites minutes pour en parler, nous avons 8 députés sur 9 apparentés La République En Marche. Vous imaginez que ça va être aussi facile qu'il y a 5 ans, Lucie? À voir. Oui, à voir. Non, moi, je pense qu'ils n'en auront pas 8 cette fois. Oui. Même si je pense qu'au plan national, ça ne sera pas tant la débandade que ça pour les députés macronistes. Et je pense qu'Emmanuel Macron peut retrouver une majorité en se tournant vers sa droite, vers déjà le mouvement Horizon, et peut-être en continuant à passer quelques alliances avec des députés qui sortiraient un peu de LR. Il peut encore se dégager une majorité. Je prends ici le pari que la majorité présidentielle aura au terme de cette élection plus de 300 députés. Et ce n'est pas par hasard, c'est encore une fois en fonction de notre système électoral. Je rappelle, majoritaire à 2 tours, qui oblige à avoir recueilli au moins 12,5% des inscrits pour se présenter. Donc voilà, cette mécanique constitutionnelle, institutionnelle, empêche, et donc en général, et depuis le début de la 5e, c'est comme ça, le président élu, quel qu'il soit, retrouve une majorité, quelquefois absolue, quelquefois relative, et dans le cas d'espèce, je pense encore une fois que la majorité présidentielle au sens large aura dans l'Assemblée
au moins 300 élus. Voilà pour le cours de sciences politiques du professeur Bellet. Merci. Alors on a pris l'engagement, vous avez tenu 2 paris ce soir et donc je vous ressortirai les extraits le moment venu. Merci à tous les 4. On voit le deuxième dessin de Catherine qui n'est pas d'accord avec vous, Claude. Tu crois que les législatives ressembleront à la présidentielle? Et la jeune femme répond: le PS et les Républicains garderont des baronnies. LREM et le RN vont ramer. Voilà, chacun y voit ce qu'il veut avant la date fatidique du 19 juin. Pour se quitter, j'ai pris une citation, mais alors totalement décalée, pour donner un petit peu d'humour. En politique, disait, il le dit toujours puisqu'il n'est pas mort, dit Philippe Bouvard, en politique comme en amour, on pense toujours que la prochaine fois sera la bonne. Je vais vous la refaire. En politique comme en amour, on pense toujours que la prochaine fois sera la bonne. Voilà, Philippe, si tu nous regardes, porte-toi bien, puisqu'il a quand même... 1929, ça lui fait 92 ans, je crois, précisément, puisqu'il est de la fin de l'année. Merci à tous, pour ne rien vous cacher, je connais le Bouzou par cœur. Merci à tous d'avoir participé à ce Club de la Presse. Je rappelle que nous aurons des émissions spéciales pour la campagne des législatives en compagnie de nos confrères de France Bleu et du Républicain Lorrain. Vous suivrez tout cela, évidemment, sur Moselle TV. À bientôt.